Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau. C'est l'heure du grand débat avec une thématique qui intéresse tout le monde parce qu'on parle de l'économie française impactée par la pandémie, mais c'est l'industrie française qui paye un lourd tribut, sauf que ça a commencé avant la désindustrialisation avec un chiffre entre 1980 et 2020, l'industrie en France a perdu 45% de ses effectifs, soit 2 millions d'emplois, ce n'est pas rien. Pourquoi? Est-ce que la tendance continue? Est-ce que l'arrivée et l'engouement pour le numérique donnent un relais? Eh bien, des experts autour de moi pour débattre de ces questions, à savoir Guy Mamou-Mani. Guy Mamou-Mani, bonjour, vous êtes le coprésident du groupe Open et auteur du livre L'apocalypse numérique n'aura pas lieu, qu'il faut absolument se dépêcher de lire. Avec nous également Madame Corinne Versini, bienvenue à vous. Vous êtes fondatrice et CEO de la société Genesing, on en parle dans un instant, et Loïc Le Floch-Prigent, un habitué de nos plateaux également, un industriel et écrivain. Je mentionne quand même une toute petite partie de votre pédigré. Vous avez dirigé le groupe Alpha Aquitaine ou bien Gaz de France. Bonjour monsieur. Bonjour. Loïc Le Floch-Prigent. Alors, c'est vrai que les chiffres sont inquiétants. Depuis 10 ans, la situation s'est dégradée avec une concurrence des pays à bas coût. Notre pays continue de perdre des emplois dans l'industrie. Que reste-t-il, Guy Mamou-Mani, de l'industrie française? D'abord, il faut faire une constatation, c'est que cette dégradation de la position de l'industrie française n'est pas inéluctable. C'est d'abord à intégrer, je dirais, par rapport à d'autres pays, tout à fait surprenant. Par exemple, on pourrait penser que la Suisse est un pays basé sur la finance, et bien son industrie représente plus que la France, l'industrie française représente en France. Donc ça n'a rien à voir avec toutes ces considérations. Je pense que l'industrie française a été victime d'abord de dirigeants comme Serge Tchuruk, qui a mal compris la transformation. L'usine sans emploi, la faiblesse. Les faiblesses, etc. Et puis, quelque chose, évidemment, qui me tient à cœur, c'est-à-dire une mauvaise compréhension de la transformation numérique. Et je crois que là, c'est un sujet qui est fondamental. Aujourd'hui, la solution pour l'industrie, c'est sa numérisation. On voit bien que, par exemple, les pays qui sont les plus industrialisés, qui sont les plus robotisés, comme l'Allemagne, la Corée, ont le moins de chômage. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont gagné en productivité grâce au numérique et ils ont gagné en positionnement de leur offre. Donc, il y a tout à fait des solutions, encore faut-il s'y mettre. C'est vrai, Loïc Le Floch-Prigent, vous avez navigué dans différents secteurs. Est-ce que c'est par manque de compétitivité que ces emplois fondent comme la neige au soleil dans l'industrie française? Il y a un problème fondamental, c'est que l'automatisation permet de diminuer les emplois et de gagner en productivité. Bon, alors là, si jamais le marché n'augmente pas, forcément, il y a une perte d'emploi dans l'industrie. Bon. Mais je crois qu'il faut le regarder de façon un peu plus large, c'est-à-dire petit 1, nous avons des conditions de fonctionnement de l'industrie qui sont catastrophiques par rapport à nos voisins. En particulier, nous avons les impôts de production, mais nous avons l'imposition plus importante, etc. Donc on a une industrie qui est maltraitée par rapport à celle de nos voisins, donc on a un problème de compétitivité, et on a surtout une administration qui est pléthorique, puisqu'on a augmenté le budget de l'État au cours du temps, et cette administration est profondément anti-industrielle. C'est-à-dire qu'une grande partie des gens qui s'occupent d'environnement, de travail et de fiscalité sont des gens qui rêveraient qu'il n'existe plus d'industrie. Et qu'au moment où il y a l'industrie qui marche, ils essaient de voir quels sont les défauts de l'industrie qui permettent, sinon de l'arrêter, du moins de la mettre en difficulté en augmentant les investissements. Alors, quand on a parlé de délocalisation, on a parlé de quoi? On a parlé du fait que, effectivement,
l'ensemble de l'investissement française a envie qu'on délocalise. Elle a toujours eu envie, et ça continue aujourd'hui. C'est-à-dire que si jamais on enlève la pollution, les problèmes environnementaux, elle est contente. Et finalement, on s'aperçoit, lorsqu'on est industriel, et je le suis, je le reste malgré mon grand âge, quand j'arrive devant l'administration serait contente que j'arrête la production, parce qu'au moins elle n'aurait plus d'ennui. C'est le problème fondamental est là. Alors, mais c'est vrai de toutes les administrations. C'est-à-dire qu'on a élevé les jeunes gens, et on continue à les élever dans l'idée que l'industrie c'est sale, c'est polluant, et que c'est un racket permanent des ouvriers. Donc tant qu'on est dans cette perspective, on ne va pas en sortir. Madame Corinne Versini va réagir. Juste un instant, je précise pour les téléspectateurs que si certains portent un masque sur ce plateau et d'autres non, ce n'est pas qu'ils sont punis, mais nous avons bien évidemment mesuré et apprécié, les règles de distanciation sociale nous le permettent. Vous voulez réagir? Oui, je veux réagir parce qu'il n'y a pas que l'administration qui n'aime pas l'industrie, il y a les investisseurs. Parce que l'industrie, il faut être patient pour investir dans l'industrie, parce que l'industrie, c'est un travail de longue haleine. L'industrie, c'est le vrai capitalisme, c'est-à-dire que c'est pas de la spéculation. Vous investissez dans l'industrie et il faut attendre que les produits soient prêts, que le marché soit mature pour pouvoir récupérer vos billes, comme on dit. Et donc, en France, si vous voulez trouver des investisseurs pour l'industrie, vous n'allez pas en trouver. Il n'y en a pas, parce qu'ils n'ont pas envie d'attendre, parce qu'ils rêvent en fait d'avoir des Facebook et des entreprises comme ça, alors que l'industrie, en général, elle génère des emplois induits bien plus importants que n'importe quel autre secteur d'entreprise, quoi. Et moi, j'ai eu beaucoup de difficultés, moi qui suis très en amont, puisque je suis dans les industries chimiques, et la chimie, c'est l'industrie des industries, pour trouver des financements, c'est extrêmement difficile. Alors j'en trouve des Chinois. Mais j'ai un peu de mal à vouloir me faire financer par des Chinois. Je ne sais pas si vous voyez. Générales dont j'ai parlé. Les conditions générales de l'industrie, en particulier, ce sont les capacités à dire qu'un investissement dans l'industrie va être rétribué de façon convenable. Et donc, on a fait ça autrefois avec la rente Pinet, on a fait ça autrefois avec le PEA, c'est-à-dire qu'on a incité les gens, plutôt que d'aller dans la pierre, d'aller dans l'industrie, et depuis 20 ans, on les incite plus. On leur dit non, l'industrie c'est très grave. Et lorsque vous allez en bourse, vous avez autrefois, on arrivait avec un formulaire avec 40 pages, et puis il y avait quelques pages où on disait bon, vous prenez des risques. Maintenant, vous avez toujours les mêmes 40 pages disant c'est vachement bien, et vous avez 400 pages de l'AMF disant surtout n'y allez pas parce que c'est catastrophique. N'investissez pas dans l'industrie, c'est un risque terrible et vous allez perdre votre argent. C'est ça qu'on dit. Je ne sais pas si c'est la faute de l'AMF. Il y a quand même de belles sociétés françaises encore industrielles. Total reste un point important de la Bourse de Paris, de la capitalisation du CAC 40. Il n'y a pas que Total. Il n'y a pas que Total. Il y en a beaucoup, et en particulier, je pense par exemple à Schneider, électrique, en particulier, puisque moi je fais partie d'un comité qui classe les sociétés, on appelle ça le ICAC 40, avec Gilles Babinet, chaque année avec les Échos. Et qu'est-ce qu'on a vu dernièrement? Eh bien, en termes de transformation numérique, l'industrie est en train de progresser, et les banques d'ailleurs un peu de descendre. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord, bien que évidemment je respecte l'expérience de monsieur Le Floch-Prigent, évidemment, mais je crois que quand même aujourd'hui, et je vais donner une connotation positive, aujourd'hui il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, en particulier sur l'image de l'industrie, et je suis désolé de mon tropisme, grâce au numérique. Toutes les sociétés qui aujourd'hui se transforment leur business model grâce au numérique, ont une chance justement de sortir un peu de ce magma que vous avez parfaitement décrit pour faire d'autres choses et offrir des produits, des usages qui font que il y a aujourd'hui une possibilité. C'est vrai, on poursuit dans la deuxième partie parce que c'est vrai, moi j'ai visité Saint-Gobain, un grand site, l'ingénieur 4.0, ça veut dire quelque chose, c'est toujours l'industrie, mais ça a évolué. On en parle dans la deuxième partie du débat. Restez avec nous et avec nos invités. Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009.
6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Retour sur le plateau du débat qui parle d'industrie, mais pas seulement, parce qu'il faut absolument évoquer la thématique de la numérisation. Est-ce le salut pour l'industrie française? Eh bien, nous étions en plein débat et Corinne Virzini, vous vouliez réagir. Je vous ai vu piaffer lorsque vous avez entendu Guy Mamoumani. Guy disait qu'il fallait se transformer. Pour moi, c'est même pas une question, parce qu'il n'y a pas d'option. Il faut que je sois numérique. Je suis née numérique. J'envisage même pas d'avoir une ligne de production qui ne soit pas numérique. Sinon, je ne pourrais pas être compétitive. Même si je fais des produits premium, même si je fais des produits qui ont des marges intéressantes, je ne peux pas ne pas être numérique. C'est la seule option. Il n'y en a pas d'autre pour moi. Ça, c'est formidable. Hein. Vraiment, vous avez une opportunité là-dessus et je suis très heureux pour vous. Mais enfin, si on prend l'industrie en général, il faut savoir que la BPI vient de sortir une enquête. 47% des chefs d'entreprise de l'industrie ne croient pas à la transformation numérique, pensent que c'est une mode. J'avais fait d'ailleurs cette étude il y a 5 ans quand j'étais vice-président du Conseil national du numérique. À l'époque, c'était le même niveau. C'est-à-dire qu'il y a encore des patrons qui pensent que le numérique est une sorte de boutade, de plaisanterie, de hobby. Et alors que c'est, comme vous le dites, c'est se transformer ou mourir. Et là, je crois que nous avons un grand enjeu. D'ailleurs, le gouvernement a fait des choses avec l'organisme France Num, par exemple. Un grand enjeu d'acculturation, d'éducation, de formation indispensable si on veut sauver notre industrie. Je crois que la réalité est un peu différente. C'est-à-dire autant les gens disent je ne crois pas au numérique, autant ils l'utilisent. Donc il faut faire attention aux sondages de cette nature. Moi, je suis dans une zone qui est la place Surgy de Yonax. Ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas un chef d'entreprise qui ne soit pas en train de numériser. Alors maintenant, si on leur tend le micro, ils vont peut-être dire non, j'y crois pas, c'est une mode. Mais la réalité, c'est qu'ils ont les instruments et ils essaient de voir comment utiliser ces instruments parce que c'est la survie. Alors j'ai une petite question sur l'industrie. L'avion Airbus, il ne peut pas sortir si les différents composants, s'il n'y a pas de soudeur, s'il n'y a pas de câbleur dans toute la chaîne de production. Or, on parle que des ingénieurs aéronautiques et ils sont très bien, enfin bon, ils ont quelques soucis avec la chute du trafic aérien. Et donc, est-ce que le problème de l'industrie, c'est qu'elle n'est pas tellement attractive? Comment se fait-il qu'il n'y a pas de milliers de jeunes qui vont des BTS, des Bac+2? Est-ce qu'elles existent ces formations pour que l'industrie ait un nouveau souffle? Dans mon milieu, qui est le milieu de l'industrie basique, des produits de base qui ont été faits autrefois avec des centaines de gens et qui sont faits maintenant avec très peu de gens. Nous avons besoin de gens très spécialisés et nous ne les trouvons pas sur le marché français. C'est ça notre problème. C'est-à-dire que mon problème essentiel des différentes entreprises que je préside, c'est de trouver des gens qui peuvent venir, mais des soudeurs, des chaudronniers, voilà. des maîtreurs régleurs, etc. Parce que j'en ai besoin. Que fait le ministère de l'Éducation nationale? Malgré, c'est-à-dire que le numérique, il faut le régler. Si jamais on change les productions 1 à 2 fois par jour, il faut des gens qui enlèvent les outils, qui les remettent, etc. Et ça se fait avec des gens qui sont pointus. Et ces gens pointus, on ne les trouve plus aujourd'hui sur le marché. Moi, j'ai des gens autour de moi qui me disent, on me parle de 600 000 chômeurs, moi je les vois pas parce que j'arrive pas à embaucher. Et moi, le problème de l'embauche est extrêmement important pour moi et pour l'ensemble des gens avec qui je travaille, et on trouve pas les gens qu'il faut. Ben, moi non plus, je trouve pas les ingénieurs chimistes qui sont capables de développer mes produits. Il faut que je les forme. Donc, du coup, je prends des batteries d'apprentis, mais au moins, je les forme à mes produits. Bon, il y a quelque chose à faire peut-être sur l'éducation nationale, l'enseignement. On a plein de centres, est-ce qu'ils forment vers les bonnes cette année, 20% seulement des gens sont dans les disciplines scientifiques.
scientifiques. On est en 20%. C'est ahurissant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire des types qui font Sciences Po et qui font l'ENA, si vous voulez. Il y en a très peu qui le font. Et on retrouve les gens de l'ENA dans l'industrie, ils font des catastrophes. Donc le groupe Open se développe de manière tellement magistrale. J'imagine que vous trouvez 2-3 personnes effectivement qui sont les bons profils, puisque ces messieurs dames ont du mal à trouver les bons profils. Est-ce que c'est votre cas également dans le numérique? Dans l'informatique, il y a aujourd'hui près de 100 000 postes qui ne sont pas pourvus. Donc c'est exactement le même sujet. Informatique, industrie, c'est la même chose, c'est le même type de formation. Mais ce que je voudrais dire à M. Le Floch-Prigent, c'est que ce ne sont pas juste des sondages comme cela. Il faut savoir que la France est un des pays les moins robotisés de l'OCDE. Non, c'est une réalité dont il faut que vous preniez conscience. Alors peut-être que vous avez la chance d'être dans des endroits où les gens sont numérisés, mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui est en retard, et c'est un gros problème. Alors je rajouterai... C'est pas un problème... Attends, il termine. Ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème d'investissement, comme le disait Madame tout à l'heure. C'est-à-dire que... Non. Non. Est-ce qu'il peut juste terminer et vous reprenez juste après? Guy Mamono, on vous écoute. Il y a énormément d'aides à l'investissement, à la transformation numérique. D'ailleurs, vous savez mieux que moi que les impôts de production vont baisser. Donc non, il y a un problème d'acculturation. Et c'est très important. C'est pour ça qu'il ne faut pas sous-estimer ce sujet. Et j'en reviens à votre question. Oui, merci. C'est que si on arrivait à moderniser notre industrie, eh bien, je pense qu'on attirerait plus de talents. Parce que, en fait, on met ça sur le dos de l'éducation nationale. Mais il faut savoir que vous avez beaucoup de filières où les gens ne vont pas. Et j'en parle en connaissance de cause parce que l'informatique en fait partie. C'est-à-dire que nous avons aussi notre responsabilité. Pardon ? C'est pas moderne l'informatique ? Mais les gens ne viennent pas. Donc ça veut dire qu'il faut changer cette image. Changer cette image, même de notre propre métier. Vous savez que, je vais peut-être vous surprendre, Corinne. Eh bien, il y a des gens qui ont une vision très négative de l'informatique et qui pensent que c'est un métier très dur, où il n'y a pas d'horaire, où on reste devant son ordinateur toute la journée. Donc si vous voulez, c'est vraiment une question d'image qu'il faut changer. Et là, je vous rejoins, l'industrie aujourd'hui c'est encore une image de cheminée. Et c'est en ça qu'il va falloir changer avec des boîtes comme celle de Corinne. Et là, on pourra avoir plus de jeunes qui nous rejoignent. C'est sûr, vous venez chez moi, vous arrivez, on a les baskets avec les paillettes, on a la musique dans le labo, c'est sûr que ça change. Des femmes dans les industries. Et des femmes, et il nous faut des femmes. Loïc Le Floch, les gens voulaient ajouter quelque chose. Je trouve ça un peu caricatural. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans toutes les entreprises une capacité à changer et en général, les patrons ont envie de changer. Ils ont les fers aux pieds, et les fers aux pieds ne sont pas ce que vous indiquez, à mon sens. C'est la difficulté d'embaucher des gens compétents, ça c'est un fer au pied, et la difficulté, je répète, de l'administration qui vient vous dire, surtout, ne faites pas ça parce que c'est dangereux, il ne faut pas faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, etc. Les contrôles que vous avez dans l'industrie de manufacture, et vous avez des gens qui sont là en train de dire pourquoi vous ne mettez pas ça en Chine, c'est beaucoup mieux. Et lorsque vous avez une industrie comme les principes actifs de la pharmacie, quand j'étais dirigeant de la pharmacie, il y avait 80% des principes actifs qui étaient faits en France. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 10%. Pourquoi ? Parce qu'on a embêté l'ensemble de l'industrie des principes actifs et on leur a dit faites ça en Inde et en Chine, c'est beaucoup mieux et ça coûte moins cher et au moins on n'est pas embêté par les fumées et par les dangers que vous avez. Et il a fallu le Covid pour que M. Macron dise effectivement à la société Séquence montre-moi une usine de paracétamol, et ils sont en train de faire ça en 3 semaines avec le groupe UPSA notamment, effectivement, ce spécialiste des principes actifs Séquence. Et effectivement, est-ce qu'on est trop embêté, trop de réglementation, trop de normes en France par rapport aux autres pays? Moi, je perds du temps, je considère que j'en gagne. Je perds du temps à chercher des voies de synthèse qui soient des voies de synthèse sécurisées. Mais c'est parce que ça fait partie aussi de l'ADN de mon entreprise. J'ai décidé que je ne ferai jamais de voies de synthèse ni de produits qui soient des produits dangereux pour la santé de mes employés ou de mes clients. Qu'est-ce que vous appelez des voies de synthèse? Pardonnez-moi, c'est pas totalement clair pour moi. Des voies de fabrication. Chaque fois que je fabrique un produit, je fabrique des produits qui sont fabriqués à
partir de produits qui ne sont ni toxiques, ni reprotoxiques, ni cancérigènes, ni mutagènes. C'est un choix délibéré. Alors, ça me fait chercher de façon beaucoup plus approfondie. Je cherche hors des voies classiques. Je comprends. Mais du coup, forcément, quand je cherche, c'est innovant. Et donc, forcément, quand je trouve, c'est brevetable. Donc, forcément, ce que je dis c'est simplement, nouveau. madame, c'est que vous n'avez pas besoin de fonctionnaires sur votre dos pour faire votre travail. Ça, je suis d'accord. Et c'est ça que je suis en train de dire. Alors là- Je n'ai pas besoin des fonctionnaires qui m'embêtent. Je Mais fais mes mon travail les correctement. fonctionnaires, après, Et c'est ils vrai, viennent m'embêter. et c'est vrai de l'ensemble de l'industrie Ils viennent française. m'embêter quand même en me disant mais ce que vous faites finalement ça relève pas du crédit impôt recherche Alors, parce que Sur ce mot consensuel, je vous propose de Oui, terminer exactement. cette séquence. On est d'accord. Et nous allons reprendre le débat sur d'autres volets. Et bien sûr, nous inviterons très prochainement un fonctionnaire parce qu'il Oui, faut qu'il se il faut qu'il défende. réponde. Mais pour le moment, laissez-nous. Mais par contre, on vous retrouve juste après une pause. Merci. Retour sur le débat très animé entre nos invités, Corinne Verchini, fondatrice CEO de Genesing, Guy Mamoumani, coprésident d'Open, et puis Loïc Le Floch-Prigent, industriel et écrivain. Alors, on parle d'industrie, on aimerait la voir revitalisée, mais le numérique a également quelques questions interroges également, parce que tous ces ordinateurs, eh bien, est-ce qu'ils n'émettent pas de pollution? L'industrie, c'est l'une des tâches qu'on lui reprochait, tâche originelle, elle était trop polluante. Où est la vérité là-dedans? Quel est votre avis, monsieur Guy Mamoumani? Est-ce que vous pensez que le digital, sous certains aspects, est un danger pour l'écologie? Donc si on dit l'industrie, allez, il faut prendre le virage du digital, comment gérer cette transition? Non, le terme danger est excessif. Moi, je pense que, en effet, il faut être conscient que le numérique a aussi des impacts, et en partie des impacts environnementaux. C'est tout à fait prouvé. La production de CO2 de toutes ces fermes de serveurs est évidemment très très importante. La différence, c'est que au quotidien, on réfléchit à diminuer cette production de CO2. Et puis surtout, ce qu'il faut voir, c'est toutes les économies qu'elle a générées. On l'a vu pendant le Covid. Enfin, je veux dire, que serait notre pays, notre industrie, notre administration, notre éducation, notre médecine sans le numérique pendant le Covid? C'est-à-dire, si on avait été au 19e siècle, on aurait eu une catastrophe nationale. Là, on a réussi à continuer à faire de l'éducation, à augmenter les actes de télémédecine, et quelque chose d'assez vraiment surprenant, on a même recréé des liens sociaux grâce au numérique, dont on parle toujours sur la déshumanisation. Donc là, on voit que le numérique a montré sa capacité à générer des économies. En particulier, moi je vois dans mon entreprise, le budget voyage a été divisé par 3. Et donc, et franchement, grâce aux outils que nous avons de réunion, je ne pense pas qu'on ait perdu en efficacité, voire je pense même qu'on a gagné. Donc tout ça montre les apports du numérique, tout en, je ne veux pas être angélique, ça c'est très important, je suis très positif, très optimiste sur la transformation numérique, mais sans angélisme. Il faut être conscient de dont vous parlez, et par conséquent, il faut le traiter. Qu'en pensez-vous, Loïc Le Floch-Prigent? On voit que des grands noms comme Total disent, à terme, les hydrocarbures, ce sera que 10% de la production parce qu'on va faire de l'énergie verte. Donc cette écologisation, ils en ont envie? Est-ce que c'est possible pour notre industrie? Je crois que la notion de verdeur est une notion stupide. C'est-à-dire que chacun met ce qu'il veut dedans, et moi je peux vous démontrer que l'énergie solaire et l'énergie éolienne n'est pas verte. Ah bon? Voilà. Donc facilement vous le démontrez. Simplement ce n'est pas audible aujourd'hui, mais c'est clair que si jamais on prend l'ensemble de la chaîne, depuis la mine jusqu'à le démantèlement, ce n'est pas écologique. Dans l'histoire de l'économie verte, tout ça, pour moi, c'est du greenwashing. Bon, ça, c'est intéressant, mais bon. Donc, chaque
action humaine a ses avantages et ses inconvénients. Et l'action humaine, depuis le départ, c'est de la prédation de la nature. C'est-à-dire que lorsque vous faites une pelouse et que vous tondez votre pelouse, c'est pas la nature. La nature, elle fait pas ça. Les arbres poussent et il y a la forêt. Donc si vous avez une pelouse, ce n'est pas la nature. Donc il faut arrêter ça. Et je pense que la solution, ça va être de dire qu'on ne peut pas continuer à faire de l'écologie et de faire de l'environnement sans regarder l'ensemble de l'écosystème, et que si jamais on continue à regarder un bout de l'écosystème en disant « Ah là là, regardez comme l'éolien c'est beau parce que c'est le vent et ça coûte rien », tout ça c'est vraiment des mensonges complets. Lorsque vous avez aujourd'hui des gens qui vous disent « Je vous vends de l'électricité verte, par conséquent soyez tranquille, vous dans votre petit vélo électrique c'est vert, dans votre petite patinette c'est vert, etc. » Tout ça c'est des mensonges. Alors c'est des mensonges peut-être d'État, ça fait plaisir, mais ça va pas dans le bon sens. Donc effectivement le numérique a des inconvénients, comme tout le reste, mais il a tellement d'avantages que les inconvénients sont mineurs, c'est tout. Corinne Versini, quand même, tout est vert en cette rentrée, le plan de relance est vert, l'Europe parle de Green Deal, donc est-ce que vous participez au scepticisme que relève... C'est pas le scepticisme, surtout pas, réaliste. Juste un exemple. Prenons l'exemple du solaire. Oui. Vous voyez le solaire avec ces espèces de gros trucs moches, lourds, qui sont au silicium. On détruit des plateaux continentaux, mais des écosystèmes entiers pour faire ce silicium. Dans les mers, on détruit ces écosystèmes. C'est pas normal. On fait plus rien alors si on vous écoute. Il y a d'autres solutions qui existent, sauf qu'aujourd'hui on a l'habitude de ça et on subventionne ça. Ce dit en passant, c'est fait en Chine avec des gens. On subventionne les Chinois. Voilà, on subventionne les Chinois. Votre salaire, vous faites un emploi. Et après, on veut réindustrialiser la France. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a d'autres technologies, il y a des Français qui font des nouvelles technologies. Focalisons-nous là-dessus. Et donc, Armor, qui est dans les côtes les côtes d'Armor d'ailleurs. Mais oui, chez moi, non, mais c'est chez moi, Ils font des choses comme ça qui sont super. Mais bien sûr. Des nouvelles techno, pourquoi on les utilise pas? By the way, c'est un client. Alors, Guy Moumani, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du numérique de manière heureuse, c'est-à-dire sans polluer la planète? C'est possible? Oui, d'abord, personnellement, moi, je trouve qu'il faut quand même, on ne peut pas nier les difficultés auxquelles est confrontée notre planète. Il y a aujourd'hui quand même une menace. Il y a une menace et la production de CO2, c'est quelque chose qui est indiscutable. Maintenant, il faut choisir, chercher les moyens de faire, alors là, un développement, parce que je ne suis pas du tout pour la décroissance, évidemment, il faut trouver les moyens de faire une croissance responsable. Et ce n'est pas impossible, ce n'est pas contradictoire. Le numérique peut nous y aider. Alors, écoutez, vous me l'enlevez de la bouche, cher ami, écoutez, je ne peux que... Heureusement qu'il est là, autrement on serait démunis. Voilà. Vous l'avez bien convaincu. Voilà, c'est ça. Décidément, les débats de vue d'ailleurs sont très productifs pour la positivité du numérique. Oui, en effet, et je pense vraiment qu'en l'occurrence, le numérique doit être un outil pour rallier le développement et la responsabilité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, que l'on a vu au cours du confinement. Vous avez vu le sujet de la 5G, on a dit, oh, vas-y, on ne sait pas faire, c'est les Chinois, donc on va les limiter. Les Allemands ont dit non, nous on va dire oui, mais que pour 8 ans. Et puis après on a dit, ah mais attention, c'est dangereux pour la santé, l'écologie. Donc l'écologie, ça devient un prétexte pour empêcher l'industrie de se développer, non? Oui, tout à fait. On est dans un monde de fous. Mais bon, c'est comme ça. On y est, donc il faut vivre avec et puis réexpliquer que c'est complètement idiot et que il y a une série de gens qui ont envie d'être idiots. Mais bon, qu'est-ce que vous en on n'y pensez, veut pas grand-chose. Je pense qu'à la limite, si on a loupé la 5G, pourquoi on ne ferait pas la 6G? Déjà, voilà. À un moment donné, on pourrait déjà arriver. Mais c'est pas grave. Mettons-nous sur la nouvelle techno. Ils ont de l'avance sur nous. Mais prenons. C'est possible de sauter une étape? Mais bien sûr. Vous aurez les mêmes
mêmes obstacles. On aura les mêmes obstacles, Donc mais ça peut-être qu'on change rien. gagnera sur les Chinois. Hein, non, mais là, en l'occurrence, on a eu ces résistances sur la 4G, on les a sur la Et à 5G, chaque fois, on l'aura on sur la 6G. Donc c'est un problème. Et je reviens, moi, à mon dada de l'acculturation, l'éducation, les sciences, pour comprendre que, en effet, quoi qu'on en dise, la 5G ne fait pas de dégâts sur la santé. D'ailleurs, ça a été terrible. Il y a une carte qui est sortie du déploiement de la 5G en Europe. Et là, vous avez le dernier bastion d'Astérix, là, c'est la France, est le seul pays qui est en retard. Vous savez les difficultés que j'ai pour me connecter, moi, dans l'arrière-pays aixois? Je n'arrive pas à avoir des liaisons. Donc la fracture numérique, Internet elle va perdurer alors. Hein. Et ça, c'est même pas la 5G. Non, c'est même Tout à pas la fait. 5G. Vous avez c'est parfaitement raison. Oui, donc je reviens à mon idée, ce ne sont pas les chefs d'entreprise qui sont acculturés, comme vous dites, c'est l'ensemble de la population française. Et je pense que tous les chefs d'entreprise sont bien persuadés qu'il n'y a pas d'autre solution, de mon point de vue. Bon, et donc je quelle suis contre le préconisation sondage. Voilà. Donc quelle préconisation pour terminer, pour que l'industrie soit plus numérique, le numérique plus écologique, vous avez un mot de conclusion? Le numérique est écologique par définition, puisqu'il permet un certain nombre de choses qui n'étaient pas faites avant. On inverse J'ai les un rôles, mot, c'est lui moi. qui défend le numérique et vous. Oui, c'est ça, moi, j'ai un mot. Éducation. Ben, j'allais dire le même alors. J'attendais le mot agilité, je pensais que dans la discussion, effectivement, il allait germer parce que c'est ce qu'on demande aux industriels, c'est ça le souci, on peut plus... Oui, ça c'est sûr. Moi, par définition, une start-up c'est agile. Donc l'agilité, on l'a. Et le numérique me permet d'être agile. Eh bien, merci d'avoir fait preuve d'agilité en venant sur le plateau de TV Finance et pour dialoguer sur ces sujets transversaux vastes et qu'il nous convient de décrypter encore. On n'a fait que les effleurer, mais c'est déjà formidablement intéressant. Merci beaucoup, messieurs, dames, et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée à vous.